J'interviendrai aussi en référence peut-être à trois filiations qui me sont importantes. J'ai eu la chance, d'avoir l'expérience de vivre une analyse en même moment où je faisais ma thèse, justement sur la traumatophilie à l'adolescence, et de rencontrer dans mon analyse, quelque part, les traumas des aïeux. Et dans une rencontre quasiment intersubjective avec mon analyse. Par la suite, j'ai eu la chance aussi de travailler à la fois justement dans une formation comme psychodramatiste et en même temps de thérapeute familial. Et ce qui m'a donné aussi à entendre beaucoup la question justement de les groupes thérapeutiques. C'est une question qui a été abordée par René Caes en 1999, je crois, dans un livre, dans un ouvrage sur le psychodrame, la formation au psychodrame, disant que toute expérience psychothérapeutique de groupe est une forme de réadolescence. Et j'ai été l'exposé que je vais vous faire par rapport justement à cette une vignette clinique, une thérapie familiale, psychanalytique qu'on a pu mener dans le CNPB où je travaille pendant 4 ans, m'a réenseigné cette idée-là, puisque j'ai, bien sûr après coup, j'ai reconstitué cette histoire clinique autour de 3 temps qui ont été très forts avec cette famille. Mais d'abord, je voudrais expliquer pourquoi justement je lis processus d'adolescence et famille comme des scénarios intersubjectifs. On l'a revécu, je fais appel aux travaux de Philippe Bouton, je fais appel aux travaux de Raymond Kahn en particulier, et puis tout à l'heure je vous disais aussi René Caes par rapport aux quelques textes qu'il a écrits sur l'adolescence. Les tâches reconnues dans les processus d'adolescence, c'est la question des positions pubertaires, l'appropriation d'une pensée personnelle, mais la question aussi d'une post-adolescence, c'est plutôt Guillaumin qui a abordé cette question-là, à travers justement la question de comment se construire en fin d'adolescence de nouvelles limites, de nouveaux idéaux face au désenchantement, et c'est quelque chose justement qui nous occupe beaucoup en ce moment, nous préoccupe beaucoup, c'était beaucoup dans les tables rondes d'hier, cette question justement de comment aider les adolescents en fin d'adolescence en particulier, justement, face aux méfaits de la postmodernité, les violences transsubjectives qui ont lieu en fin d'adolescence. Ces processus, donc, en se rejoignant à l'adolescence, assez tôt, dès 12-13 ans, comme on les voit par rapport aux enfants dont je vais parler par la suite, vont mettre l'accent à chaque fois sur les injonctions passées, voire les incorporats traumatiques, qui remet à jour aussi toutes les alliances négatives, on pourrait dire le commun non partagé dans la famille, d'où l'importance de proposer justement un espace élargi à toute la famille. Alors je vais vous raconter justement cette histoire justement vécue avec une famille. C'est une fratrie de 4 garçons. On ne verra que 3 de ces garçons, puisque le plus grand est en études à distance, et on s'interrogera toujours justement sur cette question. Il est parti en études, mais en même temps pour soutenir la famille du côté de la mer, puisque il était études à 800 km à ce moment-là, de là où on accorde des soins justement pour ces adolescents. Et donc il assistera, c'est aussi une nouveauté dont on a fait part hier, il assistera qu'à 2 reprises, à la première séance et à la dernière séance, au travail qu'on a pu faire avec sa famille. Et donc, qu'est-ce qui se joue pour ces 3 garçons?
littéralement, ils sont pris les uns les autres dans des auto-sabotages. Au moment où on les rencontre pour la thérapie familiale, il y a eu un travail qui s'est déjà commencé au CMPP. On a évoqué tout à l'heure justement ce maillage d'enveloppes qui pouvait exister dans les services de soins, encore aujourd'hui, heureusement. Et donc, pour ce qu'il en est de cette famille, il y a le frère aîné c'est le seul qui n'est pas pris en charge, justement, qui est dans ses études. Le deuxième garçon a été pris en charge antérieurement et il va revenir dans le cadre justement de cette thérapie familiale. Et quand il arrive pour la première séance de thérapie familiale, il vient accidenté à la suite d'un accident de scooter. Il a, nous dira-t-il, pas vu le stop. Et donc il s'est encastré dans une voiture. Heureusement, justement, il n'a que des dégâts corporels. Le troisième et le quatrième, c'est ceux qui sont... c'est ceux qu'on a le plus en soins, qu'on accompagne depuis déjà 3 ans dans le CMPP pour le troisième. Et le quatrième, on l'aura vu en groupe d'adolescents, on l'aura vu en groupe de psychodrame. Alors c'est pas moi qui les suivais dans ce groupe de psychodrame, ça me permettra justement de prendre en charge la thérapie familiale. Mais c'est dans ce tissu-là, petit à petit, on parlait tout à l'heure justement de ces enveloppes qui doivent être suffisamment justement, qui doivent laisser passer un peu la question justement du travail d'élaboration entre nous. Et c'est dans ce tissu d'enveloppe qu'on va arriver petit à petit justement à ce que l'idée d'une thérapie familiale gagne en puissance dans cette famille-là, parce qu'auparavant, justement, ça a résisté énormément. Et en fait, c'est dans un groupe parent-enfant, à un moment donné, que le père va prendre conscience qu'il y a besoin, justement, de ce travail avec l'ensemble de la famille, parce qu'auparavant, mais c'est une autre mère qui lui dira, parce qu'on aura beau, justement, le formuler et le reformuler à plusieurs reprises dans la rencontre avec le référent de ce jeune, ça ne passera pas. C'est donc au bout de 2 ans de prise en charge de groupe qu'ils vont accepter finalement de venir pour cette première séance. Et dans cette première séance, on est par ailleurs deux psychothérapeutes masculins, 2 psychothérapeutes hommes. Donc c'est quelque chose qu'on va souligner à plusieurs reprises dans le cadre. Pour quelles raisons on a entamé justement cette prise en charge thérapeutique. Alors au départ, on dira que c'était conjoncturel, parce que c'était justement seulement ces 2 hommes-là qui avaient une place pour prendre en charge une famille, mais sauf que ça va être très porteur d'enseignement par la suite. Et donc, on rencontre cette famille avec un garçon qui arrive accidenté suite à un accident de scooter, et le troisième qui, la première séance, n'arrêtera pas d'interpeller son père à plusieurs reprises, n'arrêtera pas de se lever, d'interrompre la séance, de quitter la séance, faisant dire au père, enseignant qui s'est consacré longtemps à l'éducation de ses enfants dans leurs jeunes années, qu'il ne supporte plus aujourd'hui d'être confronté, en témoigne Paul, au spasme de l'adolescence. Tout en riant en même temps de la provocation de Paul, quand il affronte en particulier la surprise de ses collègues profs, parce que ce jeune, il nous dira à un moment donné, Speedy Gonzales, c'est-à-dire que c'est celui qui prend des risques sans arrêt, à faire courir même ses enseignants en montant sur les clôtures, en montant sur les tours. Alors, on apprendra aussi que le père, il s'échappe régulièrement le week-end pour ne pas réagir dans la violence face à ce fils en particulier. La mère, par ailleurs, qui a beaucoup d'investissement dans son monde professionnel, qui est une figure d'autorité aussi locale, donc en particulier justement dans notre tutelle, qui
qui a beaucoup, donc, est complètement absente, y compris même dans ses premières séances. Donc petit à petit, il va se mettre en place cette thérapie, avec justement, où on évoque continuellement les méfaits pubertaires, en particulier de ces 3 adolescents qu'on rencontre, avec un grand-fils qui est idéalisé parce que lui, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour s'occuper de la famille maternelle. Il est beaucoup question aussi d'autosacrifice entre les frères. Elle se traduit donc, ces autosacrifices, on l'a vu, par des accidents, souvent présents chez le fils aîné, enfin chez le fils cadet, excusez-moi, un tourbillon maniaque chez le troisième enfant, hein, et puis une sorte d'immobilisation chez le dernier, âgé de 13 ans seulement, qui reste accroché continuellement, dans un premier temps, au regard de sa mère. Si on se centre sur Paul beaucoup, c'est parce qu'il se présentera à nous comme vraiment l'enfant symptôme de la famille, développant incessamment en séance donc une activité sensorimotrice exacerbée. Dans les séances, il questionne incessamment son père sur la création du monde. Des questions comme des questions on pourrait dire, qu'on retrouve chez les enfants. Sur mais comment vivent les étoiles, il aura incessamment des questions justement sur comment que ça se fait qu'elle ne chute pas dans le cosmos. Nous-mêmes, on est pris dans des fantasmes. C'était surtout mon collègue, il me disait, mais qui s'était positionné à un moment donné pour garantir justement qu'il y avait une fenêtre qui pouvait s'ouvrir, pour garantir qu'il ne se précipite pas sur la fenêtre à ce moment-là, parce qu'il y avait toutes ces questions allaient aussi avec des multiples mouvements. Alors, dans la vie aussi, il témoigne toujours Paul, de fantasmes très crus, d'éviscération, de chute dans le cosmos. Et dans la vie, il commence à se casser aussi de partout. Il reprend le lien avec son frère, avec de nombreux accidents, qui vont contaminer le reste de sa famille, son autre frère, comme son autre frère. Si on n'est pas surpris de retrouver cette thématique tourbillonnaire chez Paul, et dans la fratrie, 2 minutes, d'accord. C'est le défi incessant entre le père et le fils qui nous préoccupe, l'escalade dans les autosabotages, ces événements, des blessures corporelles chez les enfants et les moments d'absence des uns des autres semblent comme des temps de ponctuation en même temps face à l'aspiration que connaît le groupe familial dans l'intemporel et dans lequel on est projeté aussi également avec les histoires de Paul. Alors comment on va passer de cette paradoxalité à un peu plus d'ambiguïté et à un peu plus de jeu dans l'ambiguïté? Eh bien, il y a un moment donné où il nous compte la suite du décès, il nous compte le décès du grand-père maternel, et avec des associations qui vont commencer à fuser sur la place des uns et des autres. Le père en particulier témoigne des défis insensés, parricides, qu'il a projetés sur son beau-père, face au mépris dans lequel il se sentait pris. Et à l'occasion d'une séance agitée en particulier, cette séance suit une rencontre surprenante avec le père, un week-end où je sors de chez moi et, étonnamment, donc il ne connaît pas mon domicile, je tombe sur lui. Et on se dit à ce moment-là, il avait évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il se sauvait de chez lui pour 50 km quand même. Donc, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je dis, mais je suis à côté de chez moi là. C'est vous qui m'étonnez, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, voilà, c'est tout ce qu'il pourra me dire, juste dans cette rencontre, mais je lui dis, on pourra en reparler à la prochaine rencontre. Et c'est à cette occasion justement de cette scène qu'on va pouvoir reprendre petit à petit dans les séances qui suivent, l'histoire de ce père, qui était confronté à un secret de famille assez lourd, des blancs, on parlait de blancs tout à l'heure, c'est Philippe, je crois qui a parlé de blancs, l'histoire donc de la grand-mère du père, qui avait été barrée totalement des photos de la famille,
mais comme tous les secrets, hein, le père était bien au courant, mais avec une absence de lien, de possibilité de retrouvailles, de souvenirs par rapport à cette arrière-grand-mère, des enfants. Je vais conclure. Donc, à partir de cette séance un peu dramatique, mais en même temps où on peut renouer, justement ce que je disais tout à l'heure avec l'ambiguïté, on va retrouver à un moment donné, justement, la possibilité pour les enfants qu'ils réagissent et qu'ils rentrent petit à petit dans ce qu'on pourrait, dans ce qu'on retrouve des processus d'adolescence, hein, en tout cas de retrouvailles identificatoires avec le père pour Paul, et pour les autres, de réaction petit à petit pour aller vers justement le fait de pouvoir grandir dans leur adolescence. Juste quelques mots sur l'adaptation justement du dispositif, le retour justement à ce pourquoi notre binôme. Je le saurai moi par la suite, et c'est ça qui est étonnant, parce que ce travail j'ai pu le mener avec le médecin directeur. Et le médecin directeur ne supportait pas de confier justement à d'autres cette thérapie familiale. Montrer aussi le mouvement dans lequel on est pris dans nos institutions, parce que bon, j'avais toute confiance dans le cadre du binôme, mais il y avait aussi de son côté une sorte de mouvement de défiance, dans la mesure où cette mère de famille était en personne d'autorité. Il avait la crainte justement que la thérapie familiale amène des conflits qui provoquent justement des difficultés pour le centre. Très bien, merci beaucoup.